pas montrer mon écran. Normalement, vous devriez voir mon écran. Oui, oui, on le voit. Super, très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tristan et on va passer la prochaine heure ensemble à échanger et à discuter autour de Microsoft Power BI. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous utilisent la plateforme GoToWebinar pour la première fois. Donc, vous avez sur votre droite un certain nombre de menus qui ont été décrits par l'organisateur et comme il a été dit pendant l'introduction, vous pouvez déposer des questions tout au long de la démonstration et on y reviendra à la fin. Donc, si on en vient au contenu même de notre démonstration, donc en fait on va découper cette session en deux démonstrations de 30 minutes chacune. Donc la première consistera à effectuer un nettoyage des données avec Power Query. La deuxième démonstration concernera l'utilisation de Power Pivot dans un but précis, à savoir ici faire une analyse de vente. Donc rapidement, si on vient sur mon parcours, donc je m'appelle Tristan, je suis étudiant à l'école de commerce de Rouen, Neoma Business School, en Master 2 Finance d'entreprise. J'ai créé un blog début 2016, excelside.wordpress.com, où je publie régulièrement des articles sur Excel, VBA et plus récemment Power BI. J'ai également eu l'opportunité de pouvoir intervenir sur des meet-ups et des démonstrations Power BI à Londres ces derniers mois lors de mon stage de fin d'études. Donc si on revient rapidement sur le package Power BI, donc ça tourne globalement autour de 4 outils que sont Power Query, Power Pivot, Power Map et Power View. J'ai listé un peu ici les principales fonctionnalités de chacun de ces outils. Donc Power Query, c'est globalement ce qui vous permet de pouvoir importer des données de différentes sources comme le web, Excel, Access, CSV, etc. C'est également ce qui vous permet, une fois que les données sont importées, de pouvoir les nettoyer, de les préparer pour pouvoir ensuite faciliter votre analyse. Donc c'est ce que nous allons faire en fait pendant la première démonstration. Donc, ensuite vient Power Pivot. Donc une fois que vos données ont été importées, il s'agit là en fait de pouvoir créer ou optimiser votre modèle relationnel, notamment lorsque vous avez plusieurs tables dans votre modèle. C'est à travers Power Pivot que vous allez pouvoir créer vos relations, éventuellement gérer les relations many-to-many, donc qui sont un peu plus compliquées en termes de relationnel. C'est également sur Power Pivot qu'on va pouvoir créer des indicateurs sur mesure avec le langage DAX, qui veut dire Data Analysis Expression. Donc ça, c'est ce que nous ferons dans la deuxième partie de la démonstration, où nous allons effectuer une analyse de vente et on fera parler les données avec le langage DAX. Viennent ensuite Power View et Power Map, qui vous permettent de visualiser ces données, soit à travers un rapport interactif directement d'une interface Excel, soit sur une carte avec comme moteur Bing Map. Il faut savoir qu'en fait, ces 4 outils, donc Power Query, Power View, Power Map et Power Pivot, sont centralisés dans une offre qui s'appelle Power BI Desktop et qui a été lancée et officialisée par Microsoft il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Vous pouvez utiliser ces outils soit sur la version Excel 2013 ou plus, ou même encore sur la version 2010 en installant certains add-ins, ou bien à travers une offre séparée d'Excel, donc Power BI Desktop. Power BI Desktop, c'est ce que j'utiliserai lors de la première partie de la démonstration, et Power Pivot, je l'utiliserai directement sur la version Excel 2016. Donc passons tout de suite à la première démonstration, à savoir l'utilisation de Power Query pour pouvoir nettoyer et préparer efficacement vos données. Donc rapidement, si on revient sur le nettoyage des données, c'est une étape clé et essentielle dans tout projet data puisqu'elle est première. Évidemment, lorsque vous avez des données à analyser, la première chose que l'on fait en général, c'est d'aller chercher ces données, de les importer d'une certaine source ou de plusieurs sources. Donc c'est ce que vous permet Power Query. On peut se connecter à des bases Excel, CSV, etc., Salesforce. Le problème, c'est que la plupart du temps, ces bases de données que vous importez ne sont pas parfaitement structurées. Il va falloir les réorganiser, les nettoyer pour pouvoir faciliter l'analyse. Alors, c'est ce qu'on appelle le nettoyage de données, ou en anglais, le data cleansing. Le problème, c'est que cette étape, bien qu'essentielle, elle prend beaucoup de temps. Selon un récent sondage, les data analysts et les data scientists passent en moyenne 80% de leur temps
à nettoyer les données. Donc c'est quand même un montant significatif. Et en plus de prendre du temps, cette étape est souvent rechignée par les analystes, puisque ce même sondage indique qu'environ 60% des data analystes et des data scientists trouvent que la partie la moins intéressante de leur job, c'est précisément le nettoyage et la préparation des données. Ces deux points sont certainement liés. Hein. C'est principalement parce que ça prend du temps que les analystes sont un peu réticents à l'idée de faire du nettoyage de données. Donc, deux enjeux en fait semblent se dégager de ce constat. Le premier, c'est d'avoir des outils qui permettent de pouvoir se recentrer sur l'analyse des données, faire en sorte que les analystes puissent se recentrer sur finalement ce qui est leur cœur de métier, à savoir analyser et visualiser des données. Donc en fait, ça passe par passer moins de temps à nettoyer les données. Et enfin, le deuxième enjeu qui se dégage du constat que j'ai effectué plus haut, c'est rendre le temps et l'étape du data cleansing plus agréable, plus intuitif pour les analystes lorsqu'ils font du nettoyage de données. Puisque même si, à travers le premier enjeu, on comprend bien que le but c'est de réduire le temps qu'ils vont consacrer au nettoyage des données, néanmoins ce nettoyage de données va rester quand même une étape importante dans un projet. Donc l'idée c'est de pouvoir faire en sorte que ce soit agréable et intuitif pour les utilisateurs. Donc en fait, on va voir au cours de cette première démonstration comment Power Query répond à ces enjeux. Donc on va voir très concrètement Power Query en action. On va analyser des bases de données réelles qui sont mises à disposition par le ministère du Transport anglais et notamment la cellule à Londres. Alors bon, il faut savoir que j'ai pas choisi les sujets les plus joyeux puisqu'on va parler d'accidents, donc plus précisément d'accidents de vélo et de voitures qui sont survenus à Londres. Donc c'est pas forcément les sujets les plus excitants, mais néanmoins ils vont nous permettre de couvrir un certain nombre d'éléments intéressants en termes de nettoyage et de visualisation de données. Donc voyons tout de suite ce que ça donne sur Excel. Donc les bases de données que je vais vous montrer, ce sont des bases Excel, des données publiques, réelles. Donc la première base de données que vous voyez ici, je suis certain que vous avez vu bien pire par le passé, si vous êtes amené à nettoyer ou à essayer d'analyser des données. Donc la base de données ici est quand même relativement bien structurée. Donc en fait, il s'agit des accidents de vélo survenus à Londres entre 1989 et 2014. Donc vous voyez, la base de données est quand même très petite. Et on a le détail en fait du type d'accident, fatal, serious and slight. Donc globalement, on comprend comment est structurée cette base de données. Elle ne nécessite pas a priori de nettoyage ou de préparation particulière. Donc on va voir directement comment on peut essayer d'interpréter et analyser cette base de données. Donc je vais faire ça sur Power BI Desktop, que vous voyez ici. Donc là je suis sur un outil qui est en fait séparé d'Excel. Et donc je retrouve la base de données que je viens de vous montrer sur Excel. Donc, pour gagner un peu de temps, je l'ai d'ores et déjà importé. Si vous aviez voulu l'importer, vous avez juste à cliquer sur le bouton Obtenir des données et enfin cliquer sur Excel, ici en l'occurrence, puisque c'est une base de données Excel. Vous voyez d'ailleurs que vous avez accès à un certain nombre de bases de données. Si je clique sur Autre, vous allez avoir accès à toutes les bases de données qui sont disponibles en connexion directe sur Power BI Desktop. Il y en a environ une bonne soixantaine, si ce n'est plus. Donc on a cette base de données ici avec les différentes colonnes et les différents champs qu'on avait dans le fichier Excel. Donc on va essayer de visualiser tout ça. Donc j'ai pris une courbe et on va essayer de visualiser les accidents par année. Donc fatal, serious et slight. Donc voilà, on voit l'évolution de ces accidents par année. Alors tout semble relativement bien fonctionner. Alors, on peut quand même faire quelques commentaires ici. Donc la première chose qu'on peut remarquer, vous avez dû d'ailleurs le remarquer, c'est que quand j'ai sélectionné les champs, j'ai dû le faire un à un. Si j'ai voulu faire rentrer dans l'analyse fatal, serious and slight, qui sont les trois colonnes ici de mon tableau, j'ai dû les glisser une à une. Donc c'est déjà un petit peu ennuyeux et vous pourriez facilement rencontrer des situations où vous avez une dizaine de colonnes que vous souhaitez amener dans votre analyse et vous auriez besoin, avec une base de données structurée comme celle-ci, de les amener ici dans le champ valeur une à une. De plus,
cette base de données, cette structure de base de données ne nous permet pas d'utiliser les fonctionnalités filtres natives qui sont relativement efficaces sur Power BI Desktop. On va prendre un exemple très concret. Si ici je prends un slicer segment et que je souhaite faire un filtre, vu que toutes les colonnes ici comprennent uniquement des valeurs, ça n'a pas vraiment de sens. Je ne peux pas filtrer, j'aimerais pouvoir filtrer sur fatal, accident, ou pourquoi pas sur les serious accidents. Le problème, c'est que cette structure de base de données ne me le permet pas. Donc en fait, on voit que cette base de données, qui avait l'air relativement prête à l'emploi, nécessite certaines modifications. Et ici, en l'occurrence, ce qu'on doit faire pour pouvoir faire le type d'analyse que je viens de vous montrer, c'est qu'on va devoir pivoter, ou plutôt unpivoter, donc j'utilise volontairement un mot anglais, la base de données. Donc c'est le premier véritable concept de cette data cleansing démo, à savoir unpivoter la base de données. Donc on va faire ça directement depuis l'éditeur Power Query. Donc je vais simplement cliquer sur la base de données, modifier la requête. Donc ici ça m'ouvre l'éditeur Power Query, depuis lequel je peux effectuer plusieurs opérations, un certain nombre d'opérations pour pouvoir justement nettoyer nos données. Et ici ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner cette colonne, la colonne année, je vais faire un clic droit, et je vais supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. Donc si vous utilisez Power BI Desktop en anglais, la fonctionnalité s'appelle Unpivot. Donc je vais cliquer, et en fait ça va modifier la structure de ma base de données. Donc j'avais 4 colonnes, incluant la colonne hier. Donc j'avais 3 colonnes Fatal, Serious and Slight. Maintenant j'en ai plus que 2. Donc j'ai en fait 3 fois plus de lignes que lors de la précédente modification, que vous pouvez suivre ici. Toutes les étapes sont enregistrées. Donc ici j'avais 26 lignes, ici j'en ai 78. Pourquoi? Parce que en fait ce que j'avais au niveau des colonnes, ici, je l'ai désormais au niveau des lignes. Chaque année comprend 3 lignes avec le détail Fatal, Serious and Slight. Donc j'ai une colonne qui est spécifiquement dédiée au type d'accident, ici, et une colonne qui est spécifiquement dédiée à leurs valeurs respectives. Donc vous voyez, à travers l'utilisation d'un simple bouton, j'ai pu pivoter en quelque sorte mes données. Maintenant, je vais fermer et appliquer cette étape qui fait partie en fait d'une étape Power Query. Et je vais maintenant pouvoir mesurer l'impact en termes de visualisation. Donc, maintenant, je vais supprimer ces champs, ils n'existent plus. Je vais pouvoir visualiser en utilisant cette colonne qui est spécifiquement dédiée aux valeurs nombre. Alors, excusez-moi, on va faire glisser en valeur. Donc, ici, les données. Alors, voilà un exemple très concret. Ici, excusez-moi, j'ai pas fait glisser le bon champ, on va faire glisser le champ valeur. Donc, je vais pouvoir mesurer l'évolution de mes accidents par année et pouvoir utiliser ici ce nouveau champ, donc le champ attribut, pour pouvoir en fait faire une légende et retrouver le niveau de détail qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez maintenant c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus flexible puisque j'ai une seule colonne qui est dédiée à ce type d'analyse et je peux facilement ce qu'on appelle slicer mes données. Je peux également, pourquoi pas, utiliser cette nouvelle colonne qui vient directement du pivot ici et facilement filtrer mes données pour avoir un focus sur un certain nombre d'accidents. Donc voilà, en gros, je pourrais vous montrer d'autres exemples, notamment sur les camemberts, où c'est pratique d'avoir ces structures de base de données. Donc on voit un peu les avantages de ce unpivot, donc qui était en quelque sorte le premier concept clé de cette démo. Bon, la base de données était relativement petite et c'était relativement facile à comprendre et à décrire. On va maintenant passer à un deuxième exemple, un peu plus complexe, qui va nécessiter un certain nombre d'opérations en termes de nettoyage de données. Donc toujours des accidents. À Londres, cette fois-ci, on parle d'accidents de voiture. Vous voyez, le fichier est un peu plus complet, un peu plus exhaustif. On a à peu près 800 lignes dans le modèle. Donc, en fait, j'ai le détail des accidents survenus à Londres avec une séparation toujours fatale, serious and slight par année, de 1990 à 2010 aussi, il me semble. Et j'ai enfin le détail ici, collision. Donc ici, c'est le nombre de collisions. Et enfin ici, ce que vous voyez, à partir de la colonne BX,
c'est le détail du nombre de blessés. Donc, vous voyez ici, on va avoir besoin d'un certain nombre de... On va avoir besoin d'effectuer un certain nombre d'opérations parce que, par exemple, on voit ici que les données sont manquantes, il y a des données, des cellules vides. Ici, pareil, des informations sont manquantes. Tout ce qui est ici semble être relatif aux collisions, ici. Néanmoins, les données ne sont pas présentes. Pareil, pour les casualties, ici, les données ne sont pas présentes. On remarque aussi qu'il y a des cellules fusionnées. Enfin bref, il y a un certain nombre d'opérations à effectuer pour pouvoir cleaner, nettoyer et faciliter l'analyse de cette base de données. Donc, c'est ce que nous allons faire également sur Power BI Desktop. Donc, on retrouve ma base de données ici, sur Power BI Desktop, que je vais essayer de nettoyer encore une fois en utilisant l'éditeur Power Query. Donc voilà la base de données. La première chose que je vais vouloir effectuer, c'est pouvoir remplir les informations qui sont manquantes ici. Puisque si je veux faire des statistiques sur les collisions, j'aimerais bien pouvoir avoir toutes les informations ici et pas seulement sur la première colonne. Alors la première chose que je vais devoir faire en fait pour pouvoir faire cette opération, si vous voyez les valeurs nulles, quand je veux nettoyer des données, remplir des champs manquants, je ne peux le faire que de haut en bas ou de bas en haut sur Power BI Desktop. Or ici, les données que je veux remplir vont de gauche à droite. Donc ce que je vais devoir faire dans un premier temps, c'est transposer en fait cette base de données. Donc c'est le deuxième concept clé de cette démonstration. Donc on a vu le unpivot, maintenant on va voir le transpose. En fait, si vous considérez cette base de données comme une matrice, on va simplement la transposer. Je peux rapidement vous montrer ce dont il va s'agir en prenant un exemple très concret sur Excel. Donc si on reprend notre première base de données, ce que je vais faire à cette deuxième base de données que vous voyez sur Power BI Desktop, je vais simplement la transposer. Donc, je vais utiliser ici un collage spécial et je vais, alors attendez, hop, on va prendre le menu. Vous voyez là, j'utilise la version française d'Excel, où moi je connais bien les raccourcis clavier en anglais, donc transposer, voilà. Je vais transposer la base de données. Et donc, ce qui était initialement, par exemple, ma troisième ligne, deuxième colonne, c'est désormais ma deuxième ligne, troisième colonne. Donc, vous voyez, les données sont dans l'ordre inversé. Donc, je vais réaliser exactement cette même opération en utilisant un bouton directement sur Power BI Desktop. Je vais dans transposer, transformer, pardon, et ensuite transposer la matrice. Donc, la base de données se transpose, ce qui était initialement des colonnes va être des lignes, et ce qui était initialement des lignes vont être des colonnes. Et maintenant, vous voyez, ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir nettoyer ces données manquantes, puisque je vais simplement pouvoir sélectionner les colonnes sur lesquelles je vais remplir les données manquantes, et ici, remplir vers le bas. Donc, vous voyez, je n'ai pas vers la gauche ou vers la droite disponible. C'est pour ça qu'on a transposé. Donc, je vais remplir vers le bas les données manquantes, que voici. La prochaine étape, on va en fait fusionner ces trois colonnes. Donc, je les sélectionne, je fais clic droit, je vais tout simplement fusionner les colonnes. Donc, en utilisant un séparateur entre chacune de ces colonnes, la colonne va s'appeler fusionner. OK. Donc, la raison pour laquelle je fusionne ces trois colonnes, c'est parce qu'en fait, je vais retransposer ma base de données, ici, donc je vais la retransposer, et je vais utiliser ce que je viens en fait de fusionner comme première ligne. Il y a un bouton pour ça, ici, toujours dans l'onglet transformer, utiliser la première ligne comme en tête. Donc maintenant, ma première ligne a été promue comme en tête. Donc j'avais besoin en fait d'avoir une seule entité. C'est pour ça que j'ai fusionné ces trois colonnes. Donc ça c'était initialement des colonnes. On les retrouve ici dans un seul champ par colonne, puisque je viens de les promouvoir en en-tête. Donc on a une base de données qui commence à ressembler plus ou moins à quelque chose. On n'a plus de trous. Maintenant ce qu'on va faire, on va se servir en fait de ce qu'on a fait lors de la première opération de nettoyage sur la première base de données. Je vais tout simplement pivoter, en fait, plutôt unpivoter toutes les colonnes que l'on voit ici. Toutes les colonnes que l'on voit ici. Donc je sélectionne les colonnes où je veux que celles-ci restent flexibles, restent figées, pardon, et je vais supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. Donc ça va
pivoter les données. Très bien. Donc maintenant, on commence à avoir une base de données un peu plus compacte. Il y a beaucoup moins de colonnes. Vous voyez ici, on a déjà fait le tour de la base de données. Donc, ça unpivoter les données, comme lors de la première démonstration. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais resplitter ce champ, cette colonne attribut. Donc, je vais ici fractionner la colonne par délimiteur. À chaque occurrence du délimiteur 2 points, c'est ce qu'on avait utilisé pour séparer, pour fusionner pardon, les colonnes, je vais séparer donc les colonnes. On obtient ici 3 champs attributs. Et donc, on a, après un certain nombre d'opérations, une base de données qui est maintenant relativement compréhensible et exploitable, puisque voilà, on comprend les rôles des différentes colonnes. On a une structure unpivotée, donc qui va nous permettre de pouvoir faire une analyse assez poussée et flexible de ces données. Donc, il y aura un certain nombre d'opérations à faire ici, je vais pas les réaliser ici, mais par exemple, pouvoir renommer les colonnes, enlever les flèches que vous voyez ici. Donc, on pourrait cliquer, enlever les flèches. Donc, je ne vais pas le réaliser ici, c'est assez fastidieux. Mais globalement, l'idée c'était de pouvoir vous montrer le transpose et l'unpivot en action. Alors, un dernier point sur ce nettoyage de données, qui est pour moi très intéressant. Si on se souvient en fait des enjeux qu'on a mentionnés au début, pour faire en sorte que ce soit plus intuitif, plus agréable, on le voit ici, c'est le cas. On a utilisé principalement des boutons. On comprend l'utilisation de Power Query, c'est relativement intuitif, agile et assez facile à comprendre pour l'utilisateur. Et en plus, si on raisonne sur la dimension de temps, en fait, les données et les opérations qu'on vient de réaliser ici ont été enregistrées et elles vont pouvoir s'appliquer si, par exemple, quelqu'un dans l'entreprise modifie cette base de données, donc, par exemple les données historiques, ou bien, pourquoi pas, renseigner les données pour 2000, bon là les données s'arrêtent en 2012, donc renseigner les données par exemple sur 2013. Donc si quelqu'un ici update ce fichier Excel, vous n'aurez qu'à appuyer ici sur l'actualisation. Power Query réappliquera chacune des étapes du nettoyage de données et vous aurez accès à la dernière source des données, la dernière version des données en version nettoyée. Donc c'est relativement intéressant. Également, vous pouvez ici modifier la source de votre donnée. Donc si ce n'est pas le contenu mais le contenant qui change, vous pouvez par exemple ici aller chercher un autre fichier Excel plus actualisé. Et encore une fois, Power Query appliquera chacune des étapes que nous avons réalisées ici pour finalement aboutir à une version complètement nettoyée et propre de votre base de données. Donc voilà qu'on a un outil qui est quand même relativement intéressant pour pouvoir faire du nettoyage. Le but final étant évidemment de pouvoir analyser ces données. Donc je vous ai préparé un petit report, une visualisation directement sur Power BI Desktop qui a pour source cette base de données un peu plus clinée, donc avec des colonnes renommées, etc. Donc je vais fermer et appliquer cette base. On va aller voir l'impact en termes de visualisation sur Power BI Desktop. Excusez-moi, l'ordinateur ne répond pas aussi que je le voudrais. Donc on va dans l'onglet visualisation. Donc voilà un exemple de visualisation qu'on aurait pu faire sur la base de données. Donc rappelez-vous le point de départ initial. Donc, on a voilà un rapport qui est pour le moins un petit peu indigeste. Et ici, sur Power BI Desktop, on voit une version un peu plus agréable à lire, à interpréter, à analyser. On voit par exemple le nombre d'accidents par année, par type d'accident, et enfin par endroit. Donc ici, les boroughs londoniens. Alors, il faut savoir que sur Power BI Desktop, comme sur Power View d'ailleurs, les graphiques sont interactifs et sont interdépendants. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je clique sur Slides, je vais pouvoir voir uniquement ce qui s'est passé sur les slides accidents. Et également, on voit que ça a filtré les boroughs. Voilà, donc on a quand même quelque chose qui est relativement ce qu'on appelle user-friendly. Et évidemment, j'aurais pas pu effectuer ce type de report si je n'avais pas, dans un premier temps, nettoyé de manière efficace les données. Donc vous remarquez ici qu'il y a également une mesure d'axe, qui est le langage que nous allons utiliser par la suite, qui permet de calculer à chaque fois le nombre de blessés impliqués dans la collision. Je me sers de cette mesure comme saturation de la couleur
dans ce graphique ici, donc plus la couleur de votre bâton est rouge, plus en fait il y a un nombre élevé de blessés par collision. Donc vous voyez l'éventail de possibilités en termes de visualisation et d'interactivité sur Power BI Desktop, encore une fois, facilité par un nettoyage relativement efficace de la base de données. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur Power Query. Donc globalement, l'idée, voilà, c'est de pouvoir pivoter, transposer des bases pour pouvoir aboutir à quelque chose de relativement exploitable. On pourra revenir, si vous voulez, un peu plus en détail lors de la séance de questions-réponses sur les différentes étapes. Il y aura également normalement une version enregistrée de la démonstration, parce que je suis peut-être allé un petit peu vite sur les différentes étapes de cleansing. On pourra les reprendre une à une, donc soit dans les questions, soit en version enregistrée. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur Power Query. Maintenant l'idée c'est de voir en action la deuxième pièce maîtresse du package Power BI, à savoir Power Pivot. Donc une fois que vous avez nettoyé ces données, principalement à travers les boutons, maintenant il va s'agir de pouvoir en quelque sorte faire parler ces données, pour les interpréter, également créer des schémas relationnels entre vos bases de données. Donc ici on n'en avait qu'une seule, mais en réalité, vous avez souvent dans votre analyse plusieurs tables. Donc on va pouvoir effectuer ces opérations directement sur Power Pivot. Donc je vais fermer tout cela, également celle-ci, enregistrer. Hop. Je ferme pour éviter que ça rame sur les requêtes qu'on va effectuer sur les autres fichiers. Hop. On pourra repasser directement à la démonstration avec l'analyse des ventes sur Power Pivot. Vous l'avez compris, on va utiliser le langage DAX, qui veut dire Data Analysis Expression. Alors j'ai listé ici les différents types d'analyse de vente qu'on peut effectuer dans un contexte d'entreprise. De manière générale, je pense qu'il est assez difficile d'analyser de manière complètement intrinsèque les ventes. On va souvent chercher à mesurer par exemple le chiffre d'affaires réalisé en N par rapport à quelque chose d'autre. Donc j'ai listé ici, pourquoi pas par rapport à ce qui a été réalisé en année N-1. Donc N, évidemment, ici représente des années. Pourquoi pas également comparer le chiffre d'affaires réalisé en N par rapport, on va chercher à comparer cela par rapport à ce qui avait été prévu ou budgété en année N. Ou enfin, si les données sont disponibles, par rapport à la concurrence. Donc nous, durant cette démonstration, Power Pivot, on va faire un focus sur les ventes réalisées en N versus N-1. Donc l'idée, ça va être de pouvoir interpréter et de comprendre l'évolution du chiffre d'affaires d'une année à une autre, pour comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc le chiffre d'affaires, justement, comme vous le savez, pour un produit donné, c'est le produit du prix et de la quantité. Et donc l'idée de cette analyse, en fait, ça va être d'isoler l'influence de chacun de ces deux facteurs, à savoir le prix et la quantité, et de pouvoir comprendre leur impact respectif sur l'évolution du chiffre d'affaires. Donc en fait, ça va nous permettre d'avoir une analyse sous deux angles de vue. Tout d'abord, d'un point de vue qualitatif, donc au niveau du prix. Si j'ai un meilleur chiffre d'affaires en 2015 versus 2014, est-ce que c'est parce que j'ai mieux vendu, donc à un prix plus élevé? On va pouvoir avoir également une analyse d'un point de vue quantitatif, donc cette fois-ci au niveau des volumes de vente. Donc pour pouvoir faire ce type d'analyse, nous avons à notre disposition des formules en fait qui proviennent directement des théories de base de la comptabilité de gestion, à savoir les écarts sur prix et les écarts sur quantité. Globalement, là, si on regarde par exemple l'écart sur prix, l'idée c'est de pouvoir quantifier et mesurer l'impact de la variation du prix d'un produit donné d'une année à une autre et de voir voilà, l'impact sur l'évolution du chiffre d'affaires. Donc si on prend un peu plus en détail la formule, l'idée c'est de fixer en fait la quantité vendue en année N pour un produit donné et de multiplier cette quantité par la variation du prix entre N et N-1. Donc on parle de prix moyen constaté par exemple sur un produit donné. L'idée est sensiblement la même pour les écarts sur quantité. Donc cette fois-ci on va fixer le prix moyen constaté en année N-1 et faire varier les quantités vendues pour ce produit. Et ça va nous permettre de quantifier
l'impact de la variation de volume sur le chiffre d'affaires. Et finalement, en fait, si on additionne ces deux écarts, donc l'écart sur prix et l'écart sur quantité, on aboutit en fait à la variation du chiffre d'affaires. Donc voilà, vous comprenez comment on peut en quelque sorte décomposer cette variation de chiffre d'affaires en écart sur prix et en écart sur quantité. Donc, ce modèle est volontairement plus simpliste et simplifié, puisque normalement, dans certains modèles, on peut retrouver un troisième type d'écart qui s'appelle l'écart sur mix et qui tient compte, qui permet de quantifier en fait l'influence simultanée du prix et de la quantité sur l'évolution du chiffre d'affaires. Ici, par souci de simplification et par contrainte de temps, on va l'imputer directement en fait à l'écart sur prix et on va considérer uniquement ces deux écarts dans la décomposition du chiffre d'affaires. À noter également qu'en fait, on aurait pu effectuer ce type d'analyse, si on revient sur la slide précédente, sur le vente réalisée N versus budget. Nous, on va le faire sur N versus N-1. Mais en fait, si on reprend les formules, on pourrait effectivement réaliser ce type d'analyse en comparant ce qui avait été prévu par rapport à ce qui a été effectivement réalisé. Alors, vous l'avez compris, on va utiliser le langage DAX comme support de notre analyse. Donc, en fait, on va reprogrammer ces indicateurs, ces formules, en langage DAX. Je tiens tout de suite à préciser que l'objectif de cette deuxième démonstration, ce n'est pas de faire un cours à proprement parler sur le DAX, mais plutôt de comprendre comment utiliser ce langage pour pouvoir faire une analyse de vente un peu agile et flexible. Donc, si vous avez des questions sur l'esprit, dans certaines mesures, sur la syntaxe, je vous encourage à les déposer directement dans la petite box questions, et j'y reviendrai en priorité lors de la séance de questions-réponses, puisque c'est quand même une notion cruciale de comprendre la manière dont le DAX fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on y reviendra à la fin. Ce que je vais également essayer de faire durant cette deuxième démonstration, c'est de vous partager certaines bonnes pratiques dans l'utilisation de Power Pivot. Donc passons tout de suite à la démonstration. Donc, on va utiliser une base encore Excel que vous voyez ici. Donc dans mon modèle de données, j'ai deux tables, une table vente et une table calendrier. Donc, je vais vous les présenter rapidement pour que vous puissiez voir un peu plus clair sur ce qu'on va analyser. Donc, ma table vente, elle comprend différentes colonnes comme la quantité vendue, le prix de vente, le chiffre d'affaires pour certains produits que vous voyez dans la colonne B. Ces produits qui appartiennent à différentes catégories, des vêtements, des accessoires, etc. J'ai également une dimension géographique dans mon analyse, puisque j'ai des pays, donc la France, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, et enfin une dimension temporelle, avec la colonne date. Donc mes données vont du 13 février 2010 au 18 juillet 2016, donc vous voyez on a à peu près 5000 lignes, ça s'étend à peu près sur de 2010 à 2016. Ma deuxième table, donc ma table calendrier, donc ça fait partie des bonnes pratiques en Power Pivot, c'est d'avoir une table qui est spécifiquement dédiée au temps. Donc cette table ici, la table calendrier joue ce rôle de table temporelle qui va être spécifiquement dédiée à l'analyse temporelle. Cette table comprend une ligne par jour, voilà, sans trou. Donc ça va bien du 1er janvier 2010 à 31 décembre 2016. Et ces dates, en fait, elles sont censées évidemment inclure toutes les dates qui figurent dans vos tables de faits. Donc ici, la table de faits, c'est la table de vente. Et enfin, voilà, ces tables calendrier, elles sont censées inclure des informations sur le champ date. Donc ici, moi, dans cet exemple, j'ai inclus l'année, le jour de la semaine, le numéro de la semaine dans l'année, le mois ou le trimestre. Évidemment, en fonction des analyses que vous voulez faire et de l'importance que vous attribuez à la dimension temporelle dans votre champ d'analyse, vous aurez des tables calendrier plus ou moins exhaustives. Donc si on regarde rapidement, en fait, ces bases de données, ces deux tables, elles sont chargées dans un modèle Power Pivot, que vous pouvez voir ici. J'ai l'onglet Power Pivot. Je vais juste cliquer sur le bouton Gérer pour que vous puissiez voir ces deux tables directement chargées en fait
sur Power Pivot. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait de faire notre analyse. Donc vous les retrouvez ici, la table vente et la table calendrier. Je peux également opter pour une vue de diagramme pour voir qu'en fait ces deux tables sont liées par une relation de type one to many, puisqu'en fait elles ont un champ, une colonne en commun, qui est la colonne date. Donc en fait, l'esprit de cette démo, qu'on va effectuer de manière schématique, c'est qu'on va effectuer des filtres temporels sur cette table calendrier, puisqu'elle est spécifiquement dédiée au temps, et c'est ici que j'ai toutes les informations relatives au temps. Ces filtres vont ensuite être transmis, on va transmettre l'information à la table vente par l'intermédiaire de la relation. Vous pouvez voir en fait cette flèche comme une sorte de canal de transmission. On va transmettre l'information directement à la table vente, sur laquelle on va effectuer nos calculs et tenter de décomposer notre écart, notre variation de chiffre d'affaires. Donc peut-être avant de rentrer directement dans le détail et de commencer à élaborer les mesures en langage DAX, je vais vous montrer ce à quoi on veut aboutir pour y voir un peu plus clair. Je l'ai fait ici dans l'exemple. Donc l'idée en fait de cette démonstration, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur de choisir une année donnée dans un slicer, donc qui agit en fait comme un filtre sur votre rapport. Et donc, quand l'utilisateur choisit une année, il peut voir l'évolution de son chiffre d'affaires, ici dans colonne C, var sales, par catégorie de produits, et ensuite aisément décomposer la variation de son chiffre d'affaires en variation volume et en variation prix, pour pouvoir effectuer ces analyses quantitatives et qualitatives. Donc voilà en gros ce à quoi on veut aboutir. Donc je vais fermer ce fichier, on va passer tout de suite à notre modèle. Donc on retrouve ici, voilà. Alors, nous allons donc créer des mesures DAX. La première chose que je vais faire, c'est que je vais définir de manière explicite des mesures, donc si vous préférez des fonctions, qui sont d'ores et déjà calculées de manière implicite par Excel. Donc, ce que je veux dire par calculer de manière implicite sur Excel, c'était pas très clair pour vous, donc on va prendre un exemple très concret. Si je crée en fait un tableau croisé dynamique depuis Power Pivot, vous allez vous rendre compte qu'en fait Excel est capable lui-même de vous calculer un certain nombre d'indicateurs. On va voir tout de suite un exemple. On va nommer cette table analyse. On va enlever le quadrillage. Hop. Et donc vous voyez par exemple ici, si je fais glisser mes catégories de produits, et ici pourquoi pas le chiffre d'affaires, Excel est capable lui-même d'évaluer la somme du chiffre d'affaires pour chacune de ces catégories. Donc c'est ce qu'on appelle une mesure implicite, puisqu'elle est calculée, on va dire, de manière indépendante et autonome par Excel à travers les champs valeurs que vous voyez dans le tableau croisé dynamique. Une bonne pratique en DAX, c'est de redéfinir ces mesures implicites de manière explicite en utilisant le langage DAX. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons dans l'onglet Power Pivot. Vous voyez ici que j'ai un champ mesure, donc je vais créer ma première mesure. Alors vous voyez tout de suite un nouveau tableau qui apparaît, avec comme premier champ le nom de la table. Donc vous avez en fait ici une liste déroulante qui vous donne accès aux deux tables présentes dans votre modèle. La table vente et la table calendrier. Une bonne pratique en DAX, c'est de rattacher en fait vos mesures à la bonne table. Et en fait la bonne table, c'est la table dans laquelle vous effectuez la totalité ou disons l'essentiel de vos calculs. Ici, dans notre exemple, nous allons effectuer la quasi-totalité de nos calculs sur la table vente. Donc nous allons rattacher toutes nos mesures, toutes nos fonctions à la table vente. Voilà en fait une bonne pratique. On va nommer notre première mesure vente N. Je peux également mettre une description si quelqu'un d'autre voit le modèle, ou même pour moi, si plus tard je veux voir à quoi correspond cette mesure. Évidemment, donc cette description n'a aucun impact sur la formule, mais c'est juste à titre indicatif. Donc ici, j'ai mon champ, où je vais pouvoir donc définir ma fonction, et je vais tout simplement faire la somme de mon chiffre d'affaires, ici. Voilà. Somme de mes ventes chiffre d'affaires.
Alors, il s'agit d'un nombre. On va utiliser séparateur de milliers et pas de décimale. Donc, quelques commentaires ici qu'on peut faire. Donc, tout d'abord, vous remarquez que j'utilise Excel en version française, ici, vous voyez bien, avec Power Pivot. Donc. Néanmoins, le langage DAX que j'ai utilisé ici est toujours en langue anglaise, que vous soyez sur Excel en français ou en anglais ou même sur n'importe quel autre langage. Un deuxième commentaire également, c'est sur la manière dont je référence les colonnes. Chiffre d'affaires, vous remarquez que j'ai mentionné la table à laquelle appartient la colonne chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que en fait, vous pourriez facilement rencontrer des cas et des exemples dans votre analyse, dans vos bases, où vous avez en fait des colonnes qui ont le même nom, mais qui appartiennent à des tables différentes. Et dans ces cas-là, vous auriez du mal en fait à identifier à quelle colonne vous faites référence ici dans vos mesures si vous ne mettez pas le nom de la table d'abord. Ici au moins c'est très clair, très explicite. On comprend que la colonne à laquelle je fais référence et que je veux additionner, la colonne chiffre d'affaires, provient de ma table vente. Donc on va faire OK. Voilà. Hop. Et vous retrouvez en fait votre mesure directement ici, rattachée à la table vente. Donc vous comprenez pourquoi on la rattache à la table vente. Vous pouvez la reconnaître de manière assez facile avec le symbole FX. Et vous la retrouvez également ici dans le champ de votre tableau croisé dynamique. Et heureusement, bon, c'est un bon moyen de vérifier, on obtient le même résultat que le calcul implicite fait par Excel. Alors, on va faire un point rapide, un rappel pour certains qui maîtrisent déjà un peu le DAX, sur la manière en fait dont sont évaluées les mesures ou les fonctions DAX. Donc, je vais enlever la mesure implicite calculée par Excel. Le raisonnement qu'on va faire est valable aussi bien pour explicite que pour implicite. Je vais tout de suite ajouter un slicer. Rappelez-vous là où on veut aboutir, donc les années. Donc j'ajoute un segment qui va concerner les années. Donc, ce slicer agit comme un filtre sur mon rapport. Je vais lui mettre un certain nombre de colonnes. Hop. Voilà. Et donc vous voyez que ce slicer agit comme un filtre sur notre rapport. Et vous remarquez que notre mesure, que nous avons définie explicitement en utilisant le langage DAX, s'actualise toute seule. Pourquoi? Parce que, en fait, les mesures DAX se calculent de manière indépendante, autonome, en tenant compte de leur contexte d'évaluation. Donc le contexte d'évaluation, c'est quoi? C'est tout simplement, ça va subir en fait l'influence du filtre, de l'année, qui agit également comme un filtre, de votre champ ligne que vous retrouvez ici dans notre tableau croisé dynamique, et également du champ colonne. Nous prenons un exemple très concret. Si on prend par exemple cette valeur, je vais mettre en jaune ici, donc 425 975, ça correspond bien à la somme du chiffre d'affaires. Souvenez-vous la manière dont on a défini la mesure vente N. Néanmoins, uniquement cette somme pour l'année 2012, qui est sélectionnée ici par l'utilisateur, et la catégorie boisson. Ici, la mesure DAX retourne quelque chose de différent, parce que son contexte d'évaluation est différent. C'est toujours l'année 2012, néanmoins ça concerne la catégorie nourriture. Donc en fait, vous voyez ici que ces mesures sont très dynamiques et réagissent au contexte d'évaluation qui peut être modifié soit par l'utilisateur, donc lorsqu'il choisit une année dans un slicer ou lorsqu'il amène certains champs dans son tableau croisé dynamique, soit directement par celui en fait qui crée les mesures DAX. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de ce contexte d'évaluation. C'est que en fait, nous dans notre démonstration, vous l'avez compris, on va manipuler du temps et il va falloir être capable de créer des mesures DAX qui retournent les mêmes indicateurs ici, donc par exemple les ventes réalisées, non pas dans l'année choisie par l'utilisateur, mais l'année précédente, puisque souvenez-vous, on va comparer les performances. Et donc pour pouvoir effectuer ce genre de choses sur Power Pivot, en langage DAX, il va falloir modifier nous-mêmes, dans la création en fait de nos mesures, le contexte d'évaluation de la mesure. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite.
on va créer des nouvelles mesures. Donc tout d'abord, alors avant peut-être de faire ce genre d'opération, je vais tout simplement redéfinir de manière explicite également mes quantités. Donc exactement pareil, je mets vente. Ici, je vais additionner donc mes quantités qui appartiennent à ma table vente. Donc, pareil, il s'agit bien d'un nombre. J'utilise le séparateur. Donc voilà notre mesure quantité n qui est évaluée sur Power Pivot. Vous la retrouvez dans le champ. Hop, on va enlever le jaune ici. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir être capable de créer une mesure qui est capable de calculer le chiffre d'affaires en n-1. Donc très concrètement, quand l'utilisateur sélectionne 2013, avoir une mesure qui calcule le chiffre d'affaires en 2012. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, on va devoir modifier le contexte d'évaluation de notre mesure. Donc on va créer une nouvelle mesure, ici, qui va s'appeler vente n-1. Donc pour effectuer ce changement de contexte d'évaluation, en fait, je vais utiliser trois formules. Donc tout d'abord la formule calculate, où je vais en fait évaluer la mesure vente n. Vous comprenez ici l'intérêt de redéfinir de manière explicite les mesures, parce qu'en fait on peut réutiliser ensuite ces mesures dans d'autres mesures. Donc c'est tout pratique de les avoir disponibles. Donc la fonction calculate, en fait, elle va me permettre d'évaluer la mesure vente n dans un autre contexte, qui va être celui-ci. Hop. Donc maintenant on applique un filtre, nous-mêmes. En fait, on va filtrer sur la table calendrier, rappelez-vous, puisque c'est celle-ci qui contient les informations relatives au temps, et plus précisément sur la colonne année. Ici, j'utilise une fonction, la fonction all, qui va me permettre en fait de contrer l'influence de l'utilisateur. Donc, ce que je veux dire par contrer l'influence de l'utilisateur, en fait, c'est, souvenez-vous, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'utilisateur, lorsqu'il sélectionne une année, il impacte directement le contexte d'évaluation de la mesure. Donc, à travers la fonction all, je vais pouvoir contrer en fait l'influence de l'utilisateur pour pouvoir moi-même reprendre la main en fait sur le contexte d'évaluation et choisir moi-même dans ma formule mon contexte d'évaluation, qui va être, donc je veux que en fait l'année soit égale à l'année retenue par l'utilisateur, donc que je récupère par une fonction max. Donc, ici en fait, ça me permet de récupérer l'année qui est définie par l'utilisateur, moins 1. Je ferme la parenthèse du filtre et du calculate. Et donc en fait cette mesure va me donner les ventes en n-1 lorsque l'utilisateur choisit une année n. Donc on va voir tout de suite en action comment ça fonctionne. Je retourne dans ma table vente. Je vais enlever les quantités. Hop. Voilà, je lisse les quantités. Donc j'ai mes ventes n et mes ventes n-1. Donc, voyons voir si ça marche. Donc, en vente n, j'ai 961 000 environ. Là, j'ai 1 154 000. Donc normalement, je m'attends à ce que quand l'utilisateur choisit 2012, je devrais avoir cette valeur-là ici, en vente n. Donc ça a l'air de fonctionner. On prend notre exemple, 475 000 figure en année n-1 ici. On le retrouve en vente n lorsque l'utilisateur choisit l'année d'avant. Donc j'ai bien deux mesures distinctes qui me calculent respectivement les ventes en n et les ventes en n-1. Donc ce que je vais simplement faire maintenant, c'est faire une mesure qui calcule tout simplement la variation de mes ventes entre n et n-1. Donc ça va être tout simplement vente n moins vente n-1. Donc il s'agit encore une fois d'un nombre, pas de décimale, on enlève le séparateur. OK. Donc cette mesure calcule, évalue la variation du chiffre d'affaires d'une année à l'autre. Donc ça a l'air de bien fonctionner. On va enlever nos champs. La mesure fonctionne toujours, évidemment. Donc maintenant l'idée, souvenez-vous, ça va être d'être capable de décomposer cette variation de chiffre d'affaires en écart prix et en écart quantité. Donc si on reprend le support PowerPoint, voilà, souvenez-vous, on vient de calculer notre variation de chiffre d'affaires. Maintenant, il va falloir la décomposer en écart prix et en écart sur quantité.
Donc si on prend l'écart sur quantité, j'ai déjà Qn, je l'ai calculé de manière explicite lorsque j'ai sommé mes quantités. Donc il va falloir maintenant calculer Qn-1 et Pn-1. C'est ce qu'on va faire tout de suite, vous l'avez deviné, en utilisant le langage DAX. Je vais créer une nouvelle mesure. Vous pouvez le faire depuis n'importe quel onglet tant que vous êtes dans le champ Power Pivot, mesure, nouvelle mesure, toujours rattaché à ma table vente. Donc je vais tout simplement calculer ma quantité en n-1. Donc ça va être exactement le même raisonnement que lorsqu'on a calculé les ventes en n-1. On va utiliser la fonction calculate qui va me permettre d'évaluer la mesure quantité n dans un autre contexte qui est celui-ci, année égale, année égale max, année, donc l'année retenue par l'utilisateur, moins 1. En nombre, voilà, donc même raisonnement que les ventes n-1, cette fois-ci pour les quantités. Donc, ok, excusez-moi, analyse, vous retrouvez votre mesure ici, quantité n-1. Donc si on reprend notre support PowerPoint, il nous reste à calculer le prix moyen constaté, donc pour un accessoire, dans notre analyse, en année n-1. En fait, ce qu'on va faire pour calculer ce prix, on va simplement faire une sorte de moyenne pondérée. Si on prend en fait ici l'encadré, donc chiffre d'affaires égale prix fois quantité, on va simplement faire prix égale chiffre d'affaires divisé par quantité. On va isoler le prix dans cette formule. Donc on retourne sur l'Excel, on va créer une nouvelle mesure qui va s'appeler prix n-1. Et ça va tout simplement être la division. Donc il y a une faute. Excusez-moi. Donc la fonction divide qui a pour numérateur les ventes en n-1. Donc votre mesure qui évalue les ventes en n-1 divisé par les quantités vendues en n-1. Donc ça va donner le prix moyen constaté en n-1 pour un accessoire donné. Voilà. Voilà notre prix n-1. Je vais également créer une autre mesure qui va être ma variation de quantité. Donc pareil que pour les ventes. Quantité n moins quantité n-1. Vous remarquez qu'on peut très rapidement écrire en fait en DAX, puisque vous avez l'auto-completion. Lorsque vous renseignez les premières lettres d'une colonne d'une mesure, on vous les propose directement dans le champ. Donc là, c'est ma variation absolue en quantité. Et donc, si on résume, je peux maintenant calculer mon écart sur quantité, puisque j'ai bien calculé la variation entre n et -1, et j'ai bien mon prix en n-1. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais calculer mon écart sur quantité. Ça va tout simplement être égal à la variation de mes quantités fois le prix moyen constaté en n-1. Je reprends simplement la formule qu'on a vue sur le support PowerPoint. Voilà. Donc voilà mon écart sur quantité que je viens de calculer. Je le retrouve hop, dans mon tableau croisé dynamique. Donc, on va un peu nettoyer tout ça. Je vais enlever le prix n-1. Je vais enlever la variation de mes quantités. Et donc maintenant, j'ai ma variation de vente qui est décomposée en écart sur quantité. Le dernier truc qui manque dans mon modèle, c'est l'écart sur prix. Alors plutôt que de le calculer en utilisant les formules qu'on voit ici, dans ce modèle simplifié, on va simplement le déduire de la variation des ventes moins l'écart sur quantité. Si on reprend en fait cette formule que vous voyez ici, l'écart sur prix est tout simplement égal à la variation du chiffre d'affaires moins l'écart sur quantité. Donc c'est ce que nous allons faire ici, une simple déduction. Mesure, c'est la dernière mesure qu'on va créer dans ce modèle. Et donc ça va être l'écart sur prix. Ça va tout simplement être égal à la variation de mes ventes. Hop, variation vente moins l'écart sur quantité. Donc ça me donne l'écart sur prix. C'est un nombre, encore une fois, le séparateur.
Et donc vous voyez, on aboutit ce à quoi on voulait, à savoir la décomposition de mon chiffre d'affaires pour un accessoire donné. Alors on peut faire rapidement une petite mise en forme. Pourquoi pas ici en bleu, pour voir un peu plus ce qui se passe, ici en vert, et ici en jaune. On va également trier de manière descendante sur la relation des ventes. Voilà. Et donc, on peut aisément voir ce qui se passe d'une année à une autre pour un accessoire. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer dans cette démo et dans l'utilisation du langage DAX, ce qui est pour moi le plus intéressant en fait et le plus puissant avec ce langage, c'est son aspect agile. En fait, on va voir tout de suite un des principes élémentaires du langage DAX, à savoir define once, use everywhere. Donc comme vous l'avez vu, en fait, on a créé des mesures DAX et sans les modifier, sans avoir à les modifier, elles vont permettre d'avoir un niveau d'analyse qui va être de granularité en fait plus faible que ceux à quoi vous avez déjà accès. C'est-à-dire que puisque ces mesures que nous avons créées s'adaptent toutes seules à leur contexte d'évaluation, si j'ajoute par exemple, on va ajouter un segment sur le trimestre, également un segment sur le pays, pourquoi pas, ici dans mon analyse, vous allez voir que sans modifier ces mesures DAX que nous avons créées à l'instant, on va pouvoir avoir une analyse très agile et très flexible des ventes. Donc on va pouvoir voir par exemple, je vais les mettre ici pour y voir un peu plus clair, hop. Donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé en Australie pour le trimestre 1 en 2012 ou en 2011. Voilà, donc vous comprenez bien en fait la puissance du langage DAX, puisque vous avez des mesures qui répondent très bien à l'outil. Vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations de manière très rapide, avec des focus et des niveaux de granularité différents. Vous pouvez par exemple ici faire glisser les produits dans votre analyse. Hop, vous avez maintenant les produits. Donc ce que vous analysez en fonction, au niveau vêtements, vous allez pouvoir peut-être le contredire ou l'affiner au niveau des produits. Donc voilà, donc on a un outil, si vous voulez, qui est très flexible, customisable, et ce langage en fait vous permet de faire parler vos données et de répondre de manière assez, encore une fois, flexible à vos questions. Alors, si on revient rapidement sur le PowerPoint, on va faire un bilan en quelque sorte des deux démonstrations que je viens de vous montrer. Donc, première démonstration, on a utilisé Power Query, qui est un peu le moteur et l'élément de base du package Power BI, puisqu'il vous permet de vous connecter à des bases de données. Donc là, il y en a plus de 80. Une utilisation relativement intuitive à travers des boutons sur la version desktop ou bien sur la version service directement sur Excel lorsqu'on utilise l'éditeur Power Query. Réplicable, puisque voilà, vous pouvez facilement actualiser la source de vos données ou bien carrément changer la source en allant chercher voilà, un autre fichier Excel ou quelconque autre fichier, et ça va tout simplement s'actualiser et répliquer toutes les transformations que vous avez effectuées sur Power Query. Enfin, on l'a pas abordé, les deux notions qu'on a abordées clés en termes de nettoyage, c'était unpivot et transpose. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a également les langages M et R qui sont disponibles pour faire du cleansing sur Power BI, sur Power Query. Donc voilà, si vous voulez utiliser des langages pour effectuer des opérations un peu plus poussées, un peu plus automatisées en termes de nettoyage, ces langages sont disponibles. Et donc voilà, finalement, la finalité de Power BI et de Power Query, c'est de pouvoir faire une visualisation, une analyse intéressante, et donc ça passe souvent par le nettoyage de données. Enfin, Power Pivot, donc voilà, c'est le package qui vous permet en fait de faire parler vos données à travers des mesures DAX qui sont dynamiques, flexibles. Donc on a vu un certain nombre de best practices, donc, comme utiliser une table calendrier lorsque vous avez une dimension temporelle dans votre analyse. Donc cette table, elle doit avoir des informations sur la dimension temporelle et elle doit être spécifiquement dédiée à cette dimension. On a vu également qu'il fallait définir de manière explicite les mesures en utilisant évidemment ce langage DAX
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une bonne pratique de décomposer les mesures et de faire référence à des mesures précédemment définies. Et enfin, on a vu, alors ça on l'a abordé très rapidement, mais on peut contrer l'influence de certains filtres pour contrer l'influence d'utilisateur avec la fonction all. Donc je voudrais simplement terminer cette démonstration et cette session pour vraiment insister sur le langage DAX, notamment le Power Pivot, parce que vous voyez finalement que on a un langage qui est vraiment très puissant et vous imaginez l'application que ça peut avoir en entreprise, parce que finalement ces mesures répondent à vos questions business, elles font parler vos données, elles bénéficient derrière en plus de toutes les fonctionnalités de base qu'on retrouve sur les tableaux croisés dynamiques ou sur Power BI Desktop. Donc voilà, on a vraiment des analyses très flexibles et très agiles possibles. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ces deux démonstrations. On a pu voir un peu les deux pièces maîtresses du package Power BI. On peut maintenant passer rapidement aux questions. Alors, au Oui. niveau du temps, je trouve qu'on a un petit peu Voilà, débordé. oui, on ne peut déborder. Donc, au niveau des questions, je ne sais pas si tu as vu dans le panneau les questions qui sont là. Dans la phase dotation de nettoyage des données, combien peut-on raisonnablement traiter, transposer, grouper, on-pivot et dégrouper des lignes? 1000, 100, 100 000 ou 1 million? Oui, donc, effectivement, alors c'est une bonne question puisque là, dans les bases de données que j'ai retenues, il y a très peu de lignes. Hein. Dans la première, il y en avait une trentaine, dans la première, il y en avait à peu près 700. On peut le faire sur des bases de données qui sont beaucoup plus grosses. Le temps de traitement sera peut-être un peu plus long. Mais évidemment, Power BI, l'objectif, c'est de pouvoir gérer des grosses bases de données, de pouvoir intégrer voilà, tout ce qui est notion de big data et de grosses bases de données directement en cleansing. Donc, je ne pourrais pas vous donner exactement un temps de réponse si vous avez 1 million de données, 1 million de lignes dans votre base de données, mais je peux vous dire que ça serait très rapide et que ça pourrait répondre très bien à ce que vous souhaitez. Et c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles Power BI a été créé, c'est de pouvoir gérer toutes les quantités de données que ne pouvait pas forcément gérer Excel par le passé. Très bien. Et l'autre question, c'est, en fait, je pense que ça va être la même réponse. C'est combiné à combien de colonnes en on-pivot? Je pense que vous avez répondu à la question précédemment. Ouais, voilà, on peut énormément de colonnes, sachant qu'à chaque fois, moi, dans la démonstration, quand j'utilise la fonctionnalité unpivot, je sélectionne en fait les colonnes où je veux qu'elles restent figées, et c'est toutes les autres colonnes qui sont présentes dans le modèle qui vont se pivoter. Donc vous imaginez que si vous avez une nouvelle base de données plus actualisée avec plus de colonnes disponibles dans la base de données, elles vont également se pivoter et ça répondra sans problème à la fonctionnalité, quoi. Très bien. Alors, je pense que c'est pas mal les questions qu'il y avait. Alors, Ok. la présentation va être disponible en ligne prochainement. Vous allez recevoir, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Merci beaucoup, Tristan. De rien. C'était un Bonne plaisir.